test pour l'acceptabilité morale, celui de l'accointance imaginative, ou ce que j'appellerais de manière équivalente l'imagination sensitive. Il s'agit d'imaginer ce que cela fait, ce qui va au-delà de l'imagination propositionnelle minimale, en impliquant la présentation sensorielle ou phénoménale d'un contenu de pensée qu'on entretient. C'est, disons, la différence entre simplement imaginer être trempé jusqu'aux os et frigorifié et imaginer ce que cela fait de ressentir d'être trempé jusqu'aux os et frigorifié et aussi d'en avoir l'air. L'imagination sensitive peut enseigner des choses que l'imagination propositionnelle nous est conduit à concevoir de travers. Si je veux savoir ce que je ferai sous la torture, imaginez simplement que je suis torturé, peut me laisser imaginer que je résisterai fermement aux sévices de mes bourreaux. Mais imaginez de manière sensitive l'aspect des instruments, la chaleur des fers sur ma peau, l'odeur de ma chair en train de brûler, cela peut ébranler cette représentation imaginaire de courage. Souvent, afin de les comprendre, il nous est nécessaire d'imaginer avec vivacité les situations. La vivacité ne renvoie pas à une caractéristique de ce qui est imaginé, mais à la manière dont c'est imaginé. Les couleurs vives, comme le jaune, peuvent être imaginées sans vivacité, et à l'inverse, des couleurs qui ne sont pas vives, telles que le marron foncé, peuvent être imaginées avec vivacité. Imaginer avec vivacité une situation, c'est l'imaginer de telle manière que l'imagination sensitive y soit impliquée à un haut degré. Plus j'imagine avec vivacité être torturé, plus j'imagine intensément la situation à travers l'ensemble de ses aspects pertinents. En fait, l'imagination sensitive peut être suffisamment vive pour qu'elle puisse vraiment s'apparenter à l'expérience réelle, et cela explique le sentiment selon lequel les œuvres d'art produisent une espèce d'expérience virtuelle, pour employer la terminologie utile de Dorothy Walsh. Pour en revenir à l'éducation éthique, le test d'universalisation peut poser un problème si la situation de la cible n'est pas correctement comprise. On pourrait par exemple supposer qu'être pauvre et très malade, ce n'est pas après tout une chose si terrible que la vie pourrait suivre son cours presque normalement. Ce manque de discernement peut porter non seulement sur la situation externe de la cible, mais aussi, et en pratique, peut-être plus communément et essentiellement sur l'état d'esprit de la cible. On pourrait simplement ne pas réaliser combien il est atroce d'être gravement malade, de souffrir d'une maladie curable, et cependant de ne pas avoir les moyens de payer le traitement. Ainsi, le fait d'échouer à saisir l'impact d'une règle morale sur la cible est alors une deuxième source de critique contre cette décision. Ce deuxième type de critique, c'est-à-dire l'échec de l'accointance imaginative, à l'instar du premier type de critique à propos du test d'universalisation, a la même signification. Que ressentirais-tu si quelqu'un te faisait cela? À la lumière de l'argument précédent, il n'est pas question de demander à la cible de pouvoir approuver la règle, mais on lui demande en un sens d'imaginer du point de vue de la cible ce que cela fait de subir cette règle. Le test de l'accointance imaginative est important. Il requiert non seulement la saisie correcte des faits avérés, à la fois externes et psychologiques, au sujet de la position de la cible, mais en demandant au juge d'adopter cette position, en lui demandant d'imaginer ce que cela fait d'être la cible. On augmente aussi la force et la précision de ses sentiments à son égard. Les organisations caritatives sont bien conscientes du pouvoir de cette technique. Présenter des photographies d'individus souffrants ou exposer des détails de leurs histoires personnelles est un moyen beaucoup plus efficace pour stimuler et concentrer la sympathie des donneurs potentiels que de fournir des statistiques et des faits généraux à propos du dénuement et de la souffrance. Dans la mesure où le jugement moral est, nous l'avons remarqué, sensible à et en partie dépendant des sentiments soulevés à l'égard de la situation de la cible, le pouvoir du jugement moral est d'autant mis en évidence. L'accointance imaginative avec la situation de personnes particulières peut rendre leur souffrance ce que la rumination de généralité ne ferait pas. Le jugement moral dans la vie ordinaire fait aussi appel à d'autres ressources imaginatives, en plus de celles déjà indiquées. Imaginer ce que quelque chose semble être à partir de la perspective d'autrui présuppose une psychologie humaine commune, de telle façon que nos réactions fournissent quelques indications révisables à propos de la manière dont quelqu'un d'autre pourrait réagir dans cette situation.
Ces expériences imaginaires doivent à leur tour être rectifiées à la lumière de l'observation et de la théorie, afin de s'accorder aux différences psychologiques individuelles. Lors de nos expériences imaginaires, on doit aussi éviter plusieurs types d'illusions affectives, comme les idées fantaisistes et la sentimentalité. Par conséquent, les autres ressources imaginatives disciplinées par la recherche de la vérité morale peuvent être utilisées dans le jugement et la décision morale ordinaire. Imagination et philosophie. En plus de son usage dans la pensée morale ordinaire, l'imagination comme instrument pour l'apprentissage éthique est aussi employée par les philosophes lorsqu'ils développent des expériences de pensée qui étendent de façon réfléchie notre pensée morale ordinaire. Examinons un exemple célèbre utilisé par Bernard Williams dans le débat au sujet du conséquentialisme en philosophie morale. Jim se trouve sur la place centrale d'une petite ville d'Amérique du Sud. Attachée contre le mur se trouve une rangée de 20 Indiens, la plupart terrifiés, quelques-uns arrogants, et devant eux plusieurs hommes armés en uniforme. Un homme costaud, vêtu d'une chemise kaki trempée de sueur, s'avère être le capitaine responsable de ces hommes armés. Après un long interrogatoire de Jim, établissant qu'il s'est retrouvé là alors qu'il faisait une expédition botanique, cet homme explique que les Indiens forment un groupe d'habitants pris au hasard. Après des actions récentes de protestation contre le gouvernement, ils vont être exécutés, afin de rappeler aux autres contestataires possibles que mieux vaut ne pas protester. Cependant, puisque Jim est un invité d'honneur d'un autre pays, le capitaine est heureux de lui accorder en tant qu'invité le privilège de tuer lui-même un des Indiens. Si Jim accepte, alors pour marquer cet événement, les autres Indiens auront la vie sauve. Bien sûr, si Jim refuse, alors il ne se passera rien de particulier. Pedro fera ce qu'il était sur le point de faire lorsque Jim est arrivé et les tuera tous. Les hommes contre le mur et les autres villageois comprennent la situation et évidemment, ils le supplient d'accepter. Que doit-il faire? Une partie de ce que montre Williams ici est que selon l'utilitarisme, la réponse correcte à la question est évidemment que Jim devrait tuer l'Indien. Mais que cela soit bien ou non, que ce soit la réponse correcte, cela n'a rien d'évident. La plupart des gens sont d'accord avec Williams. Toutefois, si on ne s'est jamais confronté à cet exemple, ou à des exemples similaires, la version simple du principe de l'action utilitariste, d'après lequel il faut maximiser le bonheur général, ou encore le bien-être général, pourrait être accordée sans aucune réserve. En nous appuyant sur l'exemple de Williams, nous avons appris quelque chose d'important à propos des valeurs morales. Pourtant, l'exemple est une simple fiction, il ne rapporte aucune expérience réelle. Nous avons donc appris quelque chose d'important à propos des valeurs au moyen de l'imagination. L'omniprésence des expériences de pensée en philosophie est telle qu'il est alors très curieux que nombre de philosophes soient récalcitrants à l'idée d'une possible connaissance du monde au moyen de l'imagination. Nous sommes maintenant en mesure d'expliquer cette idée d'une connaissance au moyen de l'imagination. La condition d'universalisation s'appliquant aux raisons morales signifie que les revendications morales s'appliquent à l'ensemble des situations similaires. Quant aux propriétés universelles, y compris les situations contrefactuelles, comme celles décrites par Williams. Or, nos réactions affectives face aux scénarios imaginés nous montrent que nos réactions morales réelles sont en porte-à-faux à l'égard de la structure théorétique de l'utilitarisme simple de l'action. L'exemple développé par Williams illustre quelque chose de plus que le rôle de l'imagination dans l'éthique philosophique. Ce type d'exemple est parfois appelé pompe à intuition. Et par intuition, on veut dire nos réactions aux particularités des cas individuels qui s'opposent à nos croyances générales réfléchies, comme par exemple notre croyance en la vérité de l'utilitarisme. Celui qui aurait considéré jusqu'à présent le principe utilitariste de manière abstraite, en l'approuvant, pourrait fort bien hésiter à l'adopter à présent qu'il découvre certaines de ses applications. Il hésite parce qu'il découvre que ses intuitions au sujet de ses dispositions à juger ou à sentir ne s'accordent pas avec ce principe. Il est disposé à juger moralement de ce qui est bien ou mal, en prenant en compte les particularités du cas Jim Pedro. Or, il tend à ressentir désapprobation, peur et culpabilité latente à propos du cours de certaines actions imaginées, et c'est bien ce qui lui arrive dans ce cas. Williams aurait pu l'exposer de manière très schématique, par exemple, simplement en demandant au lecteur de s'imaginer dans une situation où il pourrait tuer une personne, afin d'éviter que 20 autres personnes le soient, sans donner aucun détail précis.
Mais même si cette façon d'exposer un cas imaginé aurait posé un problème à l'utilitariste, elle aurait été moins efficace pour amener le lecteur à comprendre ce qu'il doit faire. Ce sont bien les particularités du cas qui l'aident à imaginer ce qu'il ressentirait s'il devait se trouver dans la situation de Jim, et qui l'aident aussi à activer ces dispositions particulières à ressentir et à juger. Williams tente de rendre la situation aussi plausible et réaliste que possible. La scène a lieu en Amérique du Sud, en 1973, lorsque Williams écrit cette zone géographique est connue pour ses dictateurs et ses escouades de la mort. Les expressions faciales des villageois sont décrites, et même la chemise kaki trempée de sueur du capitaine ajoute au caractère sordide de cette réalité. Ces procédés, ainsi que d'autres, encouragent notre engagement imaginaire dans la situation de Jim, rendent la scène plus réaliste et tout à la fois augmentent la force de nos jugements et de nos réponses en les rendant applicables de manière plus directe au monde actuel. En nous conduisant à imaginer de manière vive et forte cet exemple, montre ce que sont certains de nos engagements les plus profonds et leur incompatibilité apparente avec un principe général que nous aurions trouvé par ailleurs attractif. Or, notre engagement est plus grand à l'égard des jugements et sentiments particuliers que relativement aux principes. Ainsi, l'efficacité de l'expérience de pensée de Williams repose en partie sur ses détails littéraires, son attention pour les particularités de la situation, la manière dont sont décrits les personnages et le scénario, le fait que ce soit une courte fiction narrative avec une fin ouverte. Ces détails importent, ils renforcent à la fois nos réponses et le sentiment que ces réponses sont des guides fiables pour juger de la réalité morale. C'est en partie en développant l'exemple au-delà d'un simple schéma, en l'enrichissant pour lui donner ses qualités littéraires, que Williams nous révèle la nature de nos engagements. Il y a plus encore, dans un passage que j'ai omis par ellipse, Williams suggère une autre manière de développer la narration. Jim, qui se souvient vaguement et désespérément d'histoires d'écoliers, se demande si, dans l'éventualité où il posséderait une arme, il pourrait menacer le capitaine Pedro et le reste des soldats. Mais il est évident que de la manière dont la situation se présente, rien de ce genre ne pourrait marcher. Toute tentative de ce type aboutira à l'assassinat de tous les Indiens et de Jim lui-même. Il aurait été possible de faire le récit de telle façon que Jim tente cette action héroïque et qu'il s'en tire ainsi comme dans ses histoires enfantines. L'histoire perdrait bien entendu de son intérêt philosophique. Plutôt qu'une confrontation à un dilemme et son examen, il s'agirait de s'évader d'une réalité morale. Cela reviendrait à un refus de bien examiner le problème. Et si l'on faisait de la courte fiction de Williams une nouvelle à part entière, ce qui ne serait pas difficile, la version enfantine de l'action héroïque serait indubitablement une œuvre littéraire moins accomplie et moins intéressante, toutes choses égales par ailleurs qu'une version dans laquelle Jim doit se confronter au dilemme, prendre une décision et vivre en assumant ses conséquences. Ainsi, non seulement nous pouvons apprendre au moyen de l'imagination les procédés artistiques pouvant faciliter la projection imaginative, mais d'autre part, la valeur artistique d'une œuvre peut dépendre du fait qu'elle explore et se confronte à la complexité morale. Dès lors, l'exemple de Williams illustre avec force non seulement le rôle épistémique de l'imagination par rapport aux valeurs, mais aussi l'idée selon laquelle la valeur cognitive d'une œuvre peut retentir sur sa valeur artistique. Imagination et art. J'en viens à un troisième type de cas, un exemple littéraire. L'expérience de pensée de Williams utilise déjà des procédés littéraires. Elle partage ainsi, sous une forme embryonnaire, quelques aspects d'une œuvre littéraire explorant aussi un dilemme. Le roman de Williams, Styron, Le choix de Sophie. En effet, lorsque l'on fait cours à de jeunes étudiants sur les dilemmes moraux, il est frappant de voir combien ils considèrent souvent spontanément le choix fatal de Sophie comme une instance d'un dilemme moral. L'œuvre s'empare ainsi de leur imagination. Le narrateur du roman, Stingo, est un jeune homme de 22 ans, plutôt gauche et qui souhaite devenir écrivain. À Brooklyn, en 1947, il rencontre Nathan, un intellectuel juif, et sa petite amie Sophie, dont il va tomber amoureux progressivement. Alors que sa relation, souvent contrariée et déroutante avec elle, s'approfondit, il apprend au fur et à mesure, et malgré les nombreuses hésitations et réponses évasives de Sophie, son expérience à Auschwitz
et notamment le fait que ces deux enfants ont été tués dans le camp de concentration. Les détails de la Deuxième Guerre mondiale en Pologne se font lentement plus précis à mesure que s'accroît la confiance que Sophie a en Stingo et son amour qu'il lui porte. Il apparaît alors que l'horreur principale qu'elle ait à raconter, c'est son combat perdu pour préserver la vie de son fils Jan, en ayant une liaison avec le commandant du camp, Rudolf Holtz. Mais Sophie a toujours évité de décrire comment sa fille Eva trouva la mort dès son arrivée au camp. C'est seulement à la fin de l'œuvre, à la page 594 sur les 632, que nous apprenons qu'un médecin en état d'ivresse a obligé Sophie dès son arrivée à faire un choix. Elle devait décider lequel de ses enfants devait être envoyé immédiatement dans la chambre à gaz, sinon les deux y seraient conduits. C'est le choix qui hante et finalement détruit Sophie à la fin de l'histoire. Elle et Nathan se tuent. Le choix de Sophie aborde de nombreux thèmes: les camps de la mort nazie, la nature du mal absolu, ce que cela fait de perdre la foi en Dieu, et même ce que cela fait d'être un jeune homme imbu de lui-même, amoureux d'une femme plus âgée et beaucoup plus expérimentée. Mais ce qui nous importe ici est que ce roman pose l'un des plus horribles dilemmes, et ce qu'il montre entre autres choses est l'existence réelle de tels dilemmes, et que la culpabilité ressentie en faisant un choix dans certaines circonstances peut nous hanter et même nous détruire. Pourtant cela n'a rien évident. La réalité des dilemmes moraux a été niée par de nombreux philosophes, et ces philosophes ont essayé de donner une explication suffisante des sentiments de culpabilité en les traitant comme irrationnels ou mal fondés. Terence McConnell, par exemple, nie la réalité des dilemmes. Il affirme que le sentiment approprié dans de telles situations est le regret, une émotion non morale, le souhait que cela ne soit pas arrivé, et non la culpabilité, une émotion spécifiquement morale qui requiert la croyance qu'on a mal agi. Pourtant, le roman lance un immense défi à de telles conceptions. Toute forme de résolution orgueilleuse, niant le dilemme, semble simplement ridicule à la lumière de la narration incroyablement émouvante de la situation de Sophie. Il ne s'agit pas d'un cas dans lequel Sophie se trouve face à une alternative équilibrée. Le choix du sacrifice de tel ou tel enfant n'important pas, il ne s'agit pas non plus d'un cas où elle peut consentir à proprement parler à une préférence personnelle qui la ferait pencher en faveur de tel ou tel enfant. En effet, sa préférence pour son fils plutôt que pour sa fille semble avoir conditionné son choix, mais elle n'a pas apaisé sa culpabilité. Il ne s'agit pas non plus d'un cas où elle peut simplement décider de ne pas choisir, car cela implique d'accepter la mort de ses deux enfants, et à la lumière de l'œuvre, l'idée qu'elle ne devrait pas ressentir de culpabilité mais seulement du regret ne vaut pas plus qu'une idée fantaisiste de philosophe. En bref, le roman nous montre que la vie morale peut comprendre des dilemmes graves et insolubles, et il nous apprend aussi quelque chose de très significatif à propos de la moralité, quelque chose que nient des philosophes aussi importants que Kant. Reconnaître l'existence des dilemmes n'a rien de trivial, et ce sont plutôt certaines œuvres philosophiques et non le roman de Stirone qui peuvent être accusés à juste titre de trivialité.